Bonsoir à tous, donc je crois qu'on est bien en direct. Merci de nous rejoindre sur ce live de Charjoum. Je m'appelle Anaïd, donc je suis membre de l'équipe de Charjoum et je vous parle depuis Yerevan en Arménie. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Constance Léon. Alors, on me dit d'attendre quelques secondes que tout le monde rejoigne le live, donc je vais en profiter pour vous présenter. Donc Constance, vous êtes ex-journaliste correspondante pour RFI en Arménie. Vous êtes également journaliste et pigiste indépendante. Vous écrivez pour des journaux tels que Libération, L'Orient, Le Monde ou encore RFI. Vous revenez tout juste d'Arménie et d'Artsakh, donc on a beaucoup de chance de vous avoir ce soir parce qu'on aimerait beaucoup avoir votre retour d'expérience. Donc voilà, on aimerait bien vous entendre sur ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu entendre, puisque vous êtes rentré il y a deux semaines, il me semble, donc tout est frais, vous avez eu l'actualité vraiment en direct. Donc on va essayer de couvrir voilà, tout ce que vous avez pu voir en Arménie. Donc voilà, vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec le Premier ministre Nicole Pachinian, donc on aimerait aussi avoir un retour sur voilà, comment ça se passe en ce moment en interne, ce qu'il dit, comment vous ressentez un petit peu sa position en ce moment. Bien sûr, on prendra les questions des auditeurs en ligne, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on me les enverra et j'essaierai de les retransmettre au fur et à mesure. Donc, alors, voilà, on me dit que c'est bon, on peut commencer. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, Constance, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous parler un peu du ressenti que tu as eu en Arménie et en Artsakh sur comment sont les gens et comment l'effort de guerre est un peu soutenu. Voilà, comment Pachinian est vu par les Arméniens, puisqu'on sait comment il a été élu, mais aussi comment le président du Karabakh est soutenu, lui qui arrive au pouvoir dans des circonstances quand même sensiblement différentes. Est-ce que sa position de chef de guerre lui confère une nouvelle légitimité? Déjà, merci de me recevoir et je suis ravie d'être avec vous, donc avec toi ce soir. Je crois qu'on se tutoie, Anaïs. Alors, moi, je vais replacer aussi mon arrivée aussi donc, au Karabakh depuis Yerevan. Donc, j'ai vécu pendant 1 an à Yerevan et là, je suis revenue. En fait, je suis arrivée au Karabakh au moment du premier cessez-le-feu. Depuis, effectivement, il y en a eu 2 autres, donc 3 en tout, comme vous le savez. Je suis arrivée à un moment très particulier à Stepanakert du fait de ce premier cessez-le-feu. Donc, j'avais un contexte en fait, où les gens étaient aussi dans une sorte... Alors, je vais pas dire... Enfin, ils étaient quand même dans un moment où il y avait un espoir qui renaissait. Et c'était un espoir, j'allais dire une joie, en fait, mais ce serait peut-être un peu fort. Mais en tout cas, il y avait un espoir très fort qui était là au moment où j'y étais. Espoir qui s'est éteint très rapidement, puisqu'on sait que le cessez-le-feu n'a pas été respecté... et très rapidement, ni les suivants, malheureusement. Du coup, je vais répondre aux différentes questions. D'abord sur comment étaient les gens. Donc, je tiens aussi à préciser que c'était la première fois que je couvrais une zone de guerre. Je travaille sur les questions migratoires depuis 5 ans. Donc, j'ai l'habitude de travailler sur des terrains compliqués, mais c'était aussi pour moi, et je le souligne quand même parce que ça joue un rôle dans ma perception des événements. Ma première zone de conflit dans le sens où j'étais vraiment du coup sous les bombes et aussi avec des personnes traumatisées, des personnes qui craignaient pour leur vie encore à l'endroit où on faisait les interviews. Du coup, les personnes que j'ai rencontrées à Stepanakert, c'était des personnes qui avaient passé, qui étaient depuis le 27 septembre dans un bunker ou dans l'équivalent d'un bunker, un sous-sol d'immeuble ou quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai vu des gens sortir. Je suis arrivée un dimanche, donc j'ai vu les gens sortir, acheter du pain. J'ai vu quelques personnes dans la rue. J'ai vu des gens qui attendaient leur bus à la gare de Stepanakert, la gare routière de Stepanakert. J'ai rencontré des personnes, par exemple un épicier qui avait un trou d'obus juste à côté de sa boutique et voilà qui disait moi je continue parce qu'en fait de toute façon j'ai pas grand chose d'autre à faire, quand ça tombe je vais me réfugier dans un bunker.
mais il vivait comme ça avec ce trou à côté. J'ai aussi rencontré, donc j'étais avec une équipe d'autres journalistes français que je tiens à citer parce que c'est important de suivre leurs travaux. Il y avait donc Adrien Vauthier qui fait un travail photographique très important pour Libération notamment. Régis Janté qui est le correspondant régional pour Le Figaro depuis un certain nombre d'années. C'est très intéressant de suivre son travail. Et aussi mon fixeur, Valentin Mahou et Quignan, on ne cite jamais les fixeurs et c'est très important. Et du coup, on était avec cette équipe-là à aller voir les gens. On restait aussi, pour replacer un peu, pour que vous imaginiez, on était dans un contexte où on avait peur qu'il y ait un bombardement à tout moment ou qu'on marche sur une mine. Donc, c'était compliqué de faire des interviews un peu poussées avec les gens, de prendre le temps de savoir comment ils se sentaient. Et puis, c'est une question qu'on pose pas trop, du coup, parce que tout le monde est un peu traumatisé. Donc, en même temps, on a envie d'être présent. Voilà, là je donne un peu des impressions, mais je pense que ça donne un peu plus à voir comment ça se passe. Après, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu là quand j'y étais, c'est que Stepanakert à ce moment-là il y avait des magasins détruits, il y avait des maisons détruites, mais c'était pas la majorité de la ville. Cette situation a pu évoluer, cela dit, depuis. Et il y avait eu aussi des destructions en périphérie de la ville et aussi sur la centrale électrique. Et ça, je le décris dans mon article que j'ai fait pour mon reportage que j'ai fait pour Libération à ce moment-là. On est aussi allé à Chouchi. Alors à Chouchi, c'était plus particulier. Moi, c'est un endroit qui est important aussi pour moi où je suis allée régulièrement hors de ce temps de guerre actuel. Et Chouchi, je suis rentrée donc, dans le centre culturel qui est effectivement en ruine. C'est assez marquant parce qu'il y a encore des objets qui ont été laissés là, voilà, des casques, des gilets pare-balles qui sont sur le sol. Et il y avait vraiment personne dans les rues malgré le cessez-le-feu. Donc il y avait déjà quelque chose de un grand silence, quelque chose où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer et c'était déjà au moment du cessez-le-feu, les gens n'étaient pas dupes et sortaient peut-être 3 minutes acheter 3 cacahuètes à manger ou des graines de tournesol à manger dans le bunker et puis on rentre. Et en fait, quand on est arrivé au niveau de l'église de Chouchi, on voulait y entrer et en fait, on a entendu un drone. On ne savait pas à ce moment-là si c'était un drone de surveillance ou un drone de combat. Dans tous les cas, généralement, quand un drone survole un site, c'est préalable à un bombardement, donc on a eu très peur. On est allé chercher le reste de l'équipe et on a pu, grâce à d'autres journalistes arméniens de CivilNet, dont je vous invite à suivre le travail qui est très rigoureux. Et il y a une page en anglais et aussi en français. Voilà, grâce à eux, on a pu s'abriter avant de repartir. À ce moment-là, on apprenait qu'il y avait aussi des bombardements sur Ganja en Azerbaïdjan. Et donc, on a fait le choix de rebrousser chemin et de quitter le Karabakh pour rentrer à Goris pour des raisons de sécurité. Voilà, ça c'était plus sur les impressions. Ensuite, je veux bien que tu me reposes la question par rapport au plus politique. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, ce serait intéressant pour nous de savoir comment, parce que de l'étranger, on ne voit pas les choses de la même manière. Alors moi, je suis en Arménie, donc j'ai peut-être un peu ce regard, tu vois, il y a des soldats, il y a des photos de soldats partout dans la rue, il y a des champs militaires partout, il y a vraiment une unité. On sent que c'est pas fin, mais c'est quand même un petit peu poussé. Et voir comment se positionne le peuple, en fait, par rapport à Pachinian. Est-ce qu'il pense qu'il prend les bonnes décisions militaires, politiques. Lui qui a quand même été érigé un peu en héros après la Révolution. Là, c'est un petit peu un test pour lui. Alors, est-ce qu'il fait bien de se positionner en chef de guerre? Et voilà, j'avais un peu la même question par rapport au président du Khalabar, puisque voilà, lui, c'est pas un chef d'État issu de la Révolution. Il était là avant, il jouissait peut-être pas de la même réputation. Est-ce que maintenant, il y a une bonne opinion de lui? Est-ce qu'il est soutenu? Voilà, on sent qu'il y a quand même un peu, pas une complicité, mais il y a un vrai travail entre ces deux chefs de guerre, ces deux chefs militaires. Est-ce qu'il y a vraiment une unité derrière les deux? Alors c'est vraiment intéressant comme question parce que je pense que c'est très évolutif et qu'il y a plusieurs séquences, même depuis que je suis partie, les choses évoluent très rapidement en réalité, à la fois pour Nicole Pachinian d'un côté et à la fois pour Hauruk Aratutsun. Je vais peut-être écorcher son nom, mais je crois que ça va, oui.
Aratsunian, excusez-moi. Donc pour Nicole Pachinian, c'est clair que c'est un très grand défi pour lui. Moi, du coup, ce que j'ai vu aussi, c'est que de mon côté, il y a des choses très différentes qui se passent au sein de l'opinion publique arménienne, au sein des diasporas. Et ça évolue très rapidement. Nicole Pachinian, il est clair qu'il n'est pas à un moment de sa grande popularité. C'est un grand défi. Et c'est vrai qu'on assiste plutôt à un phénomène où un peu, je dirais, une forme de fétichisation qu'il y a eu autour de la figure de Nicole Pachinian après la Révolution est un peu en train de se déplacer vers le président du Karabakh, où on sent que les personnes cherchent aussi de l'espoir et ont envie de placer ces espoirs en la figure d'une personne assez forte qui pourrait leur amener des solutions. Donc on assiste un peu à des phénomènes similaires. Moi, je vois pas mal d'articles et de gens qui me disent oui, t'as vu le dernier post d'Araïk et tout. Il y a un côté, il est proche de nous, on l'entend fort et voilà. Donc ça, c'est ce que je vois. Par rapport à Nicole Pachinian, moi quand je l'ai rencontré, il était clairement, je l'avais déjà interviewé auparavant avec d'autres journalistes, donc là c'était mon premier entretien en tête à tête avec lui. C'est très court, hein, on n'a pas eu le temps d'échanger hors de la séquence très millimétrée d'un entretien de chef d'État, voilà, dans une salle avec un grand décorum, avec 15 personnes de l'équipe qui nous filment en mode CNN, quoi. Donc ça laisse assez peu de place à sentir réellement comment il est. Et aussi, c'est sa posture. Il amène aussi ce côté chef d'État. Voilà, j'ai peu de temps, mais je m'exprime quand même à la presse. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder ses allocutions à ce titre-là parce du coup, il change ce décorum et il enlève sa veste et puis il s'adresse directement au peuple. Et évidemment, il n'a pas le même ton, même s'il garde un ton quand même de chef de guerre. Là, en gros, dans l'entretien, voilà, il maintenait cette posture de se sentir que l'Arménie se sentait seule, qu'il y avait le risque d'un nettoyage ethnique, d'un génocide, et l'idée qu'il fallait se battre, qu'il appelait les volontaires. Le seul moment en fait où moi j'ai senti vraiment un espace potentiellement où il sortait un tout petit peu de ce statut de chef militaire, c'est quand je lui ai dit mais ok, vous encouragez des bénévoles, des volontaires à partir là-bas, un peu pour sentir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans en tant que stratégie politique aussi, parce que la guerre c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à arriver à une discussion et pour plein de raisons. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y avait dans sa décision politique de dire on veut pas votre argent, on veut des volontaires, on veut des gens sur le terrain. Et là, à ce moment-là, il a un tout petit peu shifté, il a pris le temps et il a dit oui, je demande des volontaires, oui. Et puis il est reparti sur un truc très dur, très fermé, où aucune émotion ne passe, et peut-être à juste titre. En tout cas, voilà, c'est sa stratégie, mais ça, tu l'as très bien dit. Moi, ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est que ça a changé déjà en 15 jours, puisque il a fait déjà appel à Robert Kocharyan et à Levon Terpetrosyan pour aller négocier en Russie, donc profiter de leur carnet d'adresses finalement, quelque chose qui était complètement assez peu envisageable. Et on sentait déjà, quand moi j'y étais, on sentait qu'il y a certaines choses qui se passent aussi sur ces réseaux-là, de jouer aussi sur l'insatisfaction qu'il peut y avoir au sein des diasporas, au sein des Arméniens d'Arménie et aussi des oppositions dans ces deux parties-là. De dire pour les républicains ou les autres mouvements d'opposition, est-ce que c'est pas le moment de revenir sur la scène? Quelque chose qui est déjà là depuis au moins 2 ans avec Kocharyan, quand il a sorti son livre de mémoire, pour voir un petit peu, juste après la Révolution, est-ce que c'était le moment de revenir? Donc Alors, c'est des menaces pour Pachinian, effectivement. je me voudrais juste de te couper. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que quand la Ça guerre a allait. commencé, l'objectif, du coup, c'était de ne pas solliciter directement la Russie, Ouais. de ne pas demander d'aide militaire, de ne pas demander d'aide, bref, voilà, solliciter les mécanismes des traités. Et là, ouais, il y a un changement de paradigme complet. La lettre de Pachinian a même été publiée où il demande officiellement à la Russie d'intervenir dans le cadre du traité de sécurité collective, si je ne me trompe pas. Et bon, même réponse que précédemment, nous interviendrons quand le territoire arménien sera en lui-même attaqué.
l'Artsakh ne fait pas partie du traité. Et là, là, il demande. Voilà, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps? Est-ce que justement le fait d'avoir renoncé à ne pas solliciter la Russie, ça va être un marqueur, ça peut jouer? Bon, de toute façon, la Russie, entre-temps, a... Enfin, du coup, en fait, il l'a fait après. En fait, Kocharian et Ter Petrosian n'y sont pas allés pour des raisons de Covid. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que Pachinian, effectivement, a demandé directement après. Et je vais pas m'avancer en fait sur ces faits-là parce que je sais pas. Enfin, voilà, je vais pas m'avancer sur ces faits-là. Je suis plutôt là pour vous parler de ce que j'ai vu et aussi, je pense que il y a certains faits que je m'aventure pas forcément à interpréter dans le sens où il y a quelque chose de le dénouement militaire est primordial puisqu'il il n'y a pas de place pour l'instant aux négociations. La situation se joue sur un terrain militaire avec des faits qui, des fois, ben, on ne sait pas si c'est bien, est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais signe. En tout cas, il est sûr que pour l'instant, ça se déroule sur un terrain militaire et je ne m'aventurerai pas systématiquement dans une interprétation parce qu'en fait, c'est difficile de le savoir pour le moment. Sur ce point-là, en tout cas, je préfère pas m'avancer. Non, non, très bien. De toute manière, voilà, on en saura plus sur ce qui se passe en interne prochainement, hein, a priori. Donc, on va avancer un petit peu, mais merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant de voir comment c'est sur place. On voit beaucoup de photos, mais c'est difficile de t'imaginer comment c'est vraiment et de voir qu'il y a quand même une forme de résilience et de gens qui ne veulent pas bouger. Ce qui m'amène à ma seconde question, par ailleurs. Donc voilà, on aimerait que tu nous parles un petit peu de... Parce que tu as dit que tu avais été à Goris. Oui. C'est bien entendu, donc c'est bien un chemin par lequel les réfugiés, enfin, ou les personnes déplacées, le terme officiel n'a pas encore été choisi, s'enfuient d'Artsakh. Alors, à Erevan, on voit les centres d'accueil sont ouverts 24 heures sur 24. C'est de l'enregistrement toute la journée de nouveaux arrivants. À ce jour, je crois qu'il y a à peu près 90 000 personnes qui ont fui. Alors, je sais pas, c'est pas un chiffre officiel, mais il me semble que c'est voilà, à peu près 60% de la population. Est-ce que toi, tu as pu discuter, voir justement ces personnes déplacées, comment ça se passe à Goris? Est-ce que l'évacuation se passe bien dans le sens où il y a une organisation? Alors, moi, donc j'ai fait plusieurs reportages pour Ouest France. J'en ai tourné aussi pour la radio-télévision suisse, notamment avec l'initiative que mène du coup l'école Nexus avec plusieurs musiciens, musiciennes que vous connaissez sans doute, dont Sevana Tchekarian, et donc ils mènent cette initiative très intéressante avec des personnes donc, que moi je vais nommer réfugiés, mais c'est vrai que c'est pas forcément le terme légal en termes de traité international pour l'instant, mais je vais choisir ce terme de réfugié. Donc j'ai pu les rencontrer à ce moment-là où donc ils font des ateliers de musique avec des personnes réfugiées à Goris et puis dans les villages et à Erevan aussi. J'ai pu aussi rencontrer des personnes. Donc il y a en fait tous les hôtels de Goris. Alors à ma connaissance vraiment tous accueillent gratuitement un grand nombre de réfugiés. Ils ont ouvert leurs portes dès le début des combats. Je suis aussi allée interviewer des personnes réfugiées à Bovian, qui est à côté de Yerevan. Effectivement, moi, les récits que j'ai reçus, c'est des récits. Donc, les premiers jours, il y a eu des possibilités, et aussi au moment des cessez-le-feu, il y a quand même eu des possibilités de déplacer certaines personnes en bus ou en minibus dans des conditions pas forcément, enfin pas du tout idéales puisque les gens partent en 3 minutes chrono et récupèrent leurs affaires. Cela dit, c'est des meilleures conditions que les récits que j'ai souvent reçus, qui sont que les personnes partent par les forêts, se cachent pendant plusieurs jours dans les forêts et avant d'arriver quelque part, soit dans un village étape en Arménie ou au Karabakh, soit directement à Goris, ou alors ils se débrouillent pour avoir... Enfin, comme Goris est une ville où
Historiquement, il y a beaucoup de réfugiés de de la guerre de 92-94. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des connexions et des voitures partent quand même régulièrement, mais j'ai pu imaginer que c'était quand même principalement des personnes qui avaient un certain réseau et peut-être aussi un certain niveau de vie qui pouvaient faire ça, que c'était pas à la portée de tout le monde, mais j'ai eu un certain nombre de récits de gens qui étaient passés par cette forêt, donc ce qui pose aussi question parce que au moment où moi j'y étais, il n'y avait pas ces bombes au phosphore qui sont en train de brûler les forêts actuellement pour pouvoir déblayer et accéder au terrain visuellement plus facilement. Donc effectivement, c'est pas des conditions idéales. Après, donc effectivement, une fois à Goris, il y a aussi des personnes donc, qui partent de Goris pour Erevan dans les centres dont tu parlais, Anaïs. Et je dirais que oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées. J'ai des échos aussi où il y a pas mal d'appartements aussi à Erevan qui sont prêtés gratuitement à des personnes réfugiées. Alors, pas systématiquement, on est d'accord. L'État fait vraiment, et les associations sont très mobilisées là-dessus. On a la grande question de savoir, les gens qui restent à Goris, souvent c'est parce qu'ils ont l'espoir de pouvoir rentrer chez eux rapidement, ou parce qu'ils ont de la famille à Goris du coup de la guerre de 92-94. La question, c'est donc ceux qui partent à Erevan, c'est qu'éventuellement ils essayent de trouver un emploi en se disant qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux de sitôt. Donc voilà, c'est un peu les conditions que j'ai vues. Aussi la non-reprise de l'école pour les enfants. Donc il y a eu aussi ça pour les Arméniens parce que Covid. Mais du coup, on a un peu, je crois pas que l'école est encore repris pour les Arméniens. Et du coup, un peu ce truc de que faire avec les enfants qui sont du coup, moi je voyais dans les halls d'hôtel à Goris et aussi à Erevan, mais surtout à Goris, plein d'enfants qui grouillaient partout, qui jouaient ensemble, sans savoir trop quoi faire concrètement. Et aussi, moi, une question qui traverse souvent mon travail, parce que je travaille souvent sur les questions de trauma. Du coup, là, un moment, quand j'étais à Goris, juste avant de partir au Karabakh, j'ai vu un, un missile qui a été lancé, donc qui était derrière les montagnes, qui était en fait au Karabakh, et un anti-missile. En fait, c'était un drone, pardon, je ne veux pas dire de bêtises, un drone qui allait vers Goris et qui a été pulvérisé par c'est en fin de journée, désolée, mais un Non. anti-missile. Voilà. Et quand j'ai vu cette scène-là, j'étais juste à l'entrée de l'hôtel Goris, à Goris. Et du coup, il y avait devant cet hôtel, il y a une sorte d'aire de jeu avec les enfants. Et c'était assez fou de voir leur réaction parce que tous, au moment où ils ont vu dans le ciel, ça n'avait même pas encore explosé, ils sont mis à courir partout et hurlaient genre ah, cachez-vous, cachez-vous. Enfin, on a évidemment un niveau de trauma qui est important et je pense que les initiatives comme celles que mène Sevana Tchekarian avec les restes des musiciens, et désolée de ne pas toutes les citer, c'est super important parce que c'est aussi penser ce trauma qui va pas se régler tout seul et qui aura besoin de plusieurs temps pendant la guerre et après la guerre pour être regardé et pas créer des problèmes sociétaux encore plus importants plus tard. D'accord, oui, c'est vrai que on pense pas tout de suite, on est vraiment dans la bulle de ce qui se passe, comment la guerre se passe. Mais je pense que déjà hier, avec l'interview de Monsieur Gazarian, si je me trompe pas, chirurgien, on voit déjà comment est-ce qu'on va penser le rétablissement physique et psychique des soldats, parce qu'ils sont très jeunes, comment ça va être de vivre avec, de les soigner sur le long terme, et comment ces enfants après ils vont vivre avec ce trauma. Comment ça va s'installer. Donc, tu disais qu'il y a une organisation qui se fait à Yerevan. Alors, moi, de mon côté, c'est vrai que depuis les réseaux sociaux, je la vois aussi, que sur tous les réseaux d'expatriés, il y a tous les jours des messages. On a une famille, il y a 2 enfants, il y a une mère, elle cherche un travail, il nous faut un logement. Alors, je ne sais pas comment en pratique ça se résout, mais il y a quand même une forme d'effort de gens qui, comme tu disais, voilà, qui essaient de mettre des appartements à disposition. Alors, bien sûr, tout le monde ne contribue pas à ça, hein, on n'est pas tous généreux à ce point, mais on essaye un petit peu de voir les belles initiatives là où elles sont, euh, là où c'est possible de les voir. En tout cas, on espère que l'évacuation se passera mieux. Ça veut déjà s'il y a déjà une forme de structuration un petit peu, si on sent que cette guerre, même si elle était très soudaine,
les structures étatiques étaient quand même préparées à faire face à quelque chose. Voilà, je ne sais pas si c'est toi le ressenti que tu peux avoir là-dessus. Je trouve que c'est intéressant d'en parler, de voir à quel point les choses fonctionnent quand même. Oui, et tu parlais de résilience à un moment, je pense que c'est important et c'est facile à dire hein, de ma place aussi, ça, et j'ai conscience de ça. Mais cela dit, j'allais dire une forme de résilience, peu importe ce qui se passe sur le fond. Et c'est pour ça que je dis c'est facile de ma part de dire ça, j'en suis consciente. Et oui, je pense qu'il y a une organisation qui se fait aussi grâce au diaspora, qui se fait aussi grâce à la communauté internationale qui est peut-être qui n'est pas suffisamment réactive au vu de ce qui se passe, mais qui a au moins le mérite d'envoyer une forme d'aide. Moi, je dirais sur ça que le travail des psychologues est très important, que toute forme d'initiative qui fait preuve de care, donc de soins, avec les soldats, mais aussi la société civile, parce que la société civile, elle a un rôle. Donc, tout le monde, quoi. Et aussi bien en Arménie que dans les diasporas, elle a un rôle extrêmement important dans la guerre qui est en train de se jouer, mais aussi et surtout dans l'après. Et que ça, c'est difficile d'y penser maintenant, mais je crois que c'est très important de le faire quand même si c'est un effort physique et mental très difficile, un exercice difficile. En tout cas, oui, voilà, de pouvoir penser comment le conflit en est arrivé là, pourquoi, qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement et comment faire ensuite. Donc, je pense que ça se passe bien, mais que les structures étatiques font au mieux, mais que c'est important effectivement de prendre soin. C'est un message un peu basique, mais je pense que c'est important de le souligner et qu'on l'oublie souvent au profit d'un effort plus matériel, direct, de faire le plus d'efforts possible, d'envoyer de la nourriture, d'envoyer, etc. Enfin, ce qui est très important, mais prendre soin, je pense que... Et je pense juste comme ça, enfin, là, je dévie un peu de ma partie journaliste, mais en même temps, ça fait partie. Quand on parle de trauma, il y a des comptes Instagram notamment qui existent. Il y en a un notamment qui s'appelle Armenian Mental Health. Donc c'est en anglais, mais du coup c'est super bien fait et ça donne des conseils hyper cool, je trouve, pour voilà, regarder ces histoires de trauma et en même temps garder un peu une réflexion et une forme de recul sur ce qui se passe pour agir mieux au présent en fait. Non, mais c'est très intéressant aussi pour nous d'avoir le regard d'un journaliste qui n'est pas arménien, donc qui n'est pas non plus affecté de la même manière sur le conflit. C'est bien d'avoir d'autres regards. C'est intéressant d'en parler et de toute manière, on aura l'occasion de reparler de trauma par la suite, de quel sera le rôle de la société civile. Dans la rue, c'est marrant, je me baladais dans Yerevan et on voit, il y a des stands de femmes du Khalabar qui font des pains traditionnels et les gens, ils font la queue pour les acheter, alors que bon, on sait que ça coûte 500 dirhams à Yerevan City, hein, mais ils font la queue pour les acheter dans la rue, ils font la queue très longtemps. L'argent est évidemment reversé à une Nadram, mais voilà, c'est un petit effort, mais c'est tout ce genre de petites choses qui fait que voilà, quand on se balade, on voit pas toujours que le côté militaire, on arrive à voir un petit peu autre chose de temps en temps. Ça réchauffe un peu le cœur. Mais sur un tout autre registre, je vais te poser ma dernière question et ensuite on verra si on a des questions de ceux qui nous regardent. C'est la suivante. Depuis le début du conflit et depuis qu'on sait on sait que la Turquie arme l'Azerbaïdjan, ça c'était pas la question, mais depuis qu'on sait qu'il y a et ça a été reconnu notamment par le président Macron, qu'il y a un transfert de mercenaires, de djihadistes syriens employés comme mercenaires aux côtés de l'armée azerbaïdjanaise, depuis qu'on sait ça, il y a une forte communication des entités arméniennes là-dessus. Et on sent que c'est peut-être une manière d'attirer la société internationale sur, voilà, regardez, on a du terrorisme, nous aussi on a du terrorisme islamiste dans nos rangs, c'est avec eux, c'est contre nous qu'ils se battent. Donc se battre avec l'Arménie, combattre avec l'Arménie, c'est un petit peu faire front au terrorisme. Est-ce que ça, c'est déjà un discours qui fonctionne? Et est-ce que la vague d'attentats malheureuses qu'il y a eu en Europe, en France et aussi en Autriche la semaine passée,
Est-ce que ces événements tragiques donnent un écho particulier au discours de Pachinian ou est-ce que c'est voilà, quelque chose qui finalement n'est pas très bien réceptionné? Je pense que c'est un pont intéressant à faire entre les Arméniens d'Arménie et celles de la diaspora. Effectivement, c'est un discours qui est venu assez rapidement dans cette séquence politique avec Nicole Pachinian et qui vient aussi de se répandre, par exemple, auprès du président arménien Armen Sarkissian, qui a employé justement cette idée-là quand il a fait un tour des institutions européennes et des chefs d'État, notamment français. Je pense que, d'ici, moi, ce que je vois en suivant les médias français et l'actualité française, c'est que c'est assez peu audible malgré tout parce que la France est elle-même agitée par ses propres, j'allais dire ses propres traumas coloniaux et ses propres idées de séparatisme qui est très liée à sa propre histoire des colonies, des indépendances qui reviennent de manière régulière en France et qui sont très traumatiques. Et il y a tout un débat à avoir là-dessus en France déjà. Du coup, je crois que c'est quand même une tentative de raccrocher des wagons à deux choses qui sont quand même deux contextes très différents. Cela dit, j'entends très bien cette idée de pouvoir aussi attirer l'attention de la communauté internationale et notamment de la France qui est un membre, un co-chair member pardon, je parle en anglais d'un coup, un membre du groupe de Minsk, donc c'est pas rien. Voilà, cela dit, je pense que ce qui se passe au Karabakh et ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est avant tout un conflit interethnique qui a d'autres racines, d'autres explications, et que le ramener... Alors, je suis très précautionneuse aussi avec le terme terrorisme, aussi bien en France qu'en Arménie, parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses, et que finalement, on ne sait plus très bien de quoi on parle à la fin de la journée. Que c'est utilisé pour qualifier énormément de personnes et que je ne nie pas l'existence de ce qu'il y a derrière ce terrorisme, mais je pense qu'on devrait à chaque fois redéfinir ce qu'on entend par le mot terrorisme. Donc, en gros, je pense que c'est très légitime de la part des dirigeants arméniens de vouloir ramener l'attention de la France autour de ces questions-là. Moi, je suivrais plus le travail de députés arméniens et arméniennes, notamment Tatevik Herapetian, qui est aussi donc qui fait partie des députés MyStep, donc du groupe de parti politique mené par Nicole Pachinian, sur cette sensibilisation autour du risque qu'il y a pour l'Europe par rapport à un nettoyage ethnique, par rapport à la présence de la Turquie dans le conflit, une présence qui ne dit pas vraiment son nom, et donc des députés comme Tatevik Erhapetian. Ce qui est intéressant, c'est que cette députée, elle est spécialiste de l'Azerbaïdjan, par exemple, et elle fait un travail vraiment important et incroyable auprès du ce qu'on appelle le PACE, donc qui est le Parlement du Conseil de l'Europe, et qui va sensibiliser les institutions européennes pour dire attention, il y a un nettoyage ethnique qui a commencé à vos portes avec des acteurs qui vous concernent puisqu'ils font partie de l'OTAN. Ça se passe chez nous, ça va venir, enfin, ça vous concerne. Ça vous concerne directement, sans parler de terrorisme islamique, dont, encore une fois, je nie pas l'existence, mais je dis juste que pour moi, ce sont deux choses distinctes. Et aussi, il conviendra d'expliquer, il y a déjà beaucoup d'articles de qualité qui sortent sur comment et pourquoi il y a ces mercenaires syriens qui sont employés sur le terrain. Il y en a encore, voilà, enfin, il y en a régulièrement qui sont réenvoyés. C'est une nouvelle stratégie, c'est une nouvelle stratégie sur ce terrain-là. Et ça dit des choses des directions politiques et militaires. Donc, en gros, moi, je le prends comme des faits quand ces dirigeants veulent le ramener à, comment dire, quelque chose quelque chose de plus politique, ce qui est le cas. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de ramener à pourquoi c'est là à ce moment-là, qu'est-ce qui a encouragé ce choix. Et
et je dirais aussi, je comprends d'attirer la communauté internationale. Et nous, aussi en tant que journaliste ou en tant que société civile, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être sans parler. Est-ce que c'est vraiment de parler de terrorisme islamique qui va nous permettre d'attirer l'attention? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de discuter et d'ouvrir le débat et d'amener la paix ou de discuter des négociations de paix? Voilà, c'est des questions que je me pose. D'accord, très bien. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, personnellement, ouais, parce que je me permets aussi de donner mon avis, Ah oui. je vois vraiment ça comme une carte à jouer de Pachinian, de dire, bah voilà, ça se passe très mal en Europe, avec bah, enfin, tous les actes de terrorisme. Ouais, c'est comme ça que je vais les appeler. Je vais jouer cette carte pour qu'on nous regarde. Voilà, Mm. comme tu l'as dit, l'Arménie se sent très seule. Mm. Donc malheureusement, la carte agent terroriste est Mm. celle qui essaye d'être jouée. Voilà, je sais pas. J'espère qu'elle permettra, en tout cas, de nous donner une voix à l'étranger, même si c'est malheureux de faire ce genre de jonction. C'est malheureux d'avoir à retrouver enfin, des deux drames opposés, d'essayer de faire une jonction par. C'est le terrorisme qui nous unit. C'est ça qui doit nous. C'est pour ça qu'on doit se battre ensemble. Voilà, c'est malheureux, mais c'est aussi perçu ici, je pense, comme la carte à jouer, notamment vers la France. Ici, la France a, je trouve, encore très bonne réputation. Il y a un vrai. Parfois, je discute avec des Arméniens et ils ont vraiment une attente que la France intervienne, que la France fasse quelque chose. Donc, c'est aussi difficile de se positionner vis-à-vis de ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Moi, c'était tout pour mes questions, mais on nous a envoyé quelques questions en ligne, alors je vais essayer de les reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Voilà, pour revenir un petit peu sur ce dont on parlait au début, sur comment toi, après avoir été du coup sur le terrain en Artsakh, tu vois comment la population perçoit le Premier ministre d'Artsakh. Mm. Voilà, on a déjà évoqué le fait. En tout cas, il y a une communication, moi je vois partout. Il utilisait son image est énormément utilisée, beaucoup à des fins humoristiques, je trouve. Il est vraiment présenté comme quelqu'un de très proche du peuple. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et je ne sais pas si c'est aussi comme ça que la population le voit et comment il pouvait être perçu avant. Lui qui n'est pas issu de la Révolution. Mm. Mm. Moi, les échos que j'ai eus, c'est quand même que du coup, alors aussi d'un point de vue de la communauté internationale, enfin les dernières élections au Karabakh ont été quand même globalement perçues, alors plutôt, libres, puisqu'il y a eu des instances arméniennes mais aussi internationales qui ont vérifié ces élections et c'était pas gagné. Ça, c'est important de le préciser. Ces élections, elles se sont aussi déroulées juste après que, voilà, on commençait à craindre que potentiellement il puisse y avoir des mouvements du côté du Karabakh par rapport à Nicole Pachinian enfin, il y avait eu voilà, une arrestations après une tentative d'assassinat qui était passée un peu sous le radar. Voilà, je dis juste avant, mais c'était quelques mois avant les élections Karabakh. Donc effectivement, c'était pas gagné. Après, moi, je suis pas experte sur le profil du président Aratoutsian-Nian. Je l'ai rencontré pendant des conférences de presse très brièvement et effectivement, c'est un personnage qui parle clairement, qui fait figure très paternaliste finalement de Voilà. cette guerre. Euh, Apprécié des gens que j'ai rencontrés à chaque fois que je posais la question. Oui, voilà, on est fiers de notre président, il va nous sortir de là. Et effectivement, il apparaît pas comme une menace pour Nicole Pachinian, ce qui est intéressant. Effectivement, comme tu le disais, il travaille plutôt en collaboration, alors que c'était pas non plus gagné vu l'historique avec les anciens présidents du Karabakh ou des anciens présidents arméniens ou premiers ministres qui avaient ce passé karabakhsi sans exception jusqu'à Nicole Pachinian, effectivement. Euh, j'en dirai pas plus parce que je veux pas m'aventurer dans un terrain que
c'est une question très intéressante et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Karabakh est très regardé, y compris du côté azéri. Ce qui se passe en termes de politique intérieure au Karabakh est très regardé du point de vue de la société civile arménienne, pour des raisons évidentes des avancées militaires et puis aussi de l'après-révolution. Mais c'est la même chose du côté azéri et je pense que c'est important de le préciser parce que ça permet aussi de voir l'importance que ça a, son comportement. Enfin, qu'est-ce qu'il dit, etc. Par exemple, quand il dit ils sont à 5 km de Chouchi, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours ou les semaines à venir. Mais effectivement, on peut penser que c'est un fait important qu'il ait cette communication-là aussi, aussi forte, quoi, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est positif ou c'est négatif, parce que, encore une fois, si on ne sait pas, et que si on savait, il n'y aurait pas de guerre. Merci beaucoup. Alors maintenant, je reçois pas mal de questions vis-à-vis vraiment de ta profession. Comment tu as pu exercer? Alors, je vais essayer de synthétiser tout ça pour pas que ce soit trop redondant. Donc, on me demande déjà ton avis sur le traitement journalistique en France de la question. Quel regard, toi, tu peux apporter, ton avis personnel sur comment la situation est couverte? Pourquoi le terme séparatiste a été utilisé? Voilà. Et donc, il y a voilà, une question par rapport à ça. Donc, comment toi, tu perçois le traitement de l'information? Est-ce que c'est suffisamment bien couvert? Est-ce que c'est bien couvert? Et on a aussi quelques questions par rapport à la censure. Est-ce que tu as été soumise à une forme de censure? Premièrement, parce que bon, voilà, on sait que nous, on sait et on en parle beaucoup qu'il y a une forte censure du côté azéri. On aimerait savoir honnêtement comment ça se passe en Arménie et en Artsakh. J'espère que c'est positif, mais ce serait bien d'avoir un point de vue honnête là-dessus, qu'on puisse nous aussi faire la part des choses sur les informations qu'on reçoit. C'est très difficile pour nous, qui on est abreuvés toute la journée d'informations. Sur les informations militaires, c'est pas nécessairement la peine de faire le tri, puisque je pense qu'on sait que tout est un peu biaisé, c'est difficile d'être neutre. Sur le reste, ce serait important de savoir à qui on peut se fier, à quoi on peut se fier. Et on a également des questions qui sont plus relatives voilà, donc à la censure. Et, excusez-moi, je vérifie juste. Voilà, donc en gros, deux types de questions. Qu'est-ce que tu penses du traitement d'information? Comment il est exécuté? Est-ce que c'est bien fait? Et d'un point de vue technique, est-ce que tu es soumise à la censure? Et est-ce que tu penses, enfin, est-ce qu'il y a encore des reporters en fait sur place? Ou est-ce que c'est devenu trop dangereux? Ou est-ce que tout simplement ils ne sont pas envoyés? Puisqu'au début du conflit, on sait qu'il y a eu des blessés du côté des reporters du Monde. Est-ce que ça a un peu créé un choc, peut-être que les gens ne veulent plus venir? Je ne sais pas. Je te laisse la parole, c'est un petit peu chargé comme question. Ok, noté. Du coup, j'ai en fait 4 questions. Donc, je vais commencer juste par les conditions un peu de travail là-bas. Donc, juste pour que vous sachiez globalement sur la profession de journaliste. Donc, il y a beaucoup de journalistes pigistes qui viennent sur le terrain, comme en fait c'est le cas sur pas mal de terrains de conflit en particulier. Depuis la guerre en Syrie, il y a quand même les médias font attention, c'est-à-dire que des journalistes pigistes comme moi qui travaillent pour des grands médias, mais qui s'envoient eux-mêmes en fait. C'est-à-dire que personne ne nous dit ah bravo, on vous met dans un avion et on vous paye le billet d'avion, l'hôtel, etc. pour que vous couvriez le conflit. Ce sont des journalistes pigistes qui payent eux-mêmes leur avion, qui payent eux-mêmes leur hébergement et qui sont ensuite remboursés par les médias qui leur font des commandes une fois sur place. Je tiens à le préciser parce que ça implique une forme de précarité et aussi un traitement forcément différent parce qu'on pense forcément un peu plus à comment rembourser tout ça, etc. Il y a des journalistes salariés de médias qui sont venus, notamment Véronica Dormand qui travaille pour Libération, qui était là juste avant moi, qui fait un excellent travail, un autre journaliste du Monde, dont je viens d'oublier le nom parce que c'est la fin de journée, qui est un journaliste de guerre très réputé, qui est venu avec Laurent Van der Stock, et donc là pour le coup ils sont salariés du Monde. Donc ça c'est parenthèse fermée, mais c'est important que vous le sachiez aussi pour savoir pourquoi les gens ne restent pas en fait. En tout cas dans les journalistes français, parce qu'on a un contexte économique de la presse différent dans différents pays.
Là, ça va commencer à être un moment un peu plus compliqué. Il y a des journalistes qui vont revenir, mais comme il y a le confinement en France, ça devient un peu plus compliqué de venir, etc. Là, à ma connaissance, il restait Morgane Bonnat qui a travaillé pour Marianne et aussi pour Libération ces derniers temps, mais qui, je ne sais pas si elle est encore là. Après, il reste toujours les journalistes qui font aussi du très bon travail. Moi, je tiens à citer, donc j'ai cité CivilNet tout à l'heure. Je tiens aussi à citer le travail d'autres sources qui me sont très précieuses et qui sont très importantes. Il y a aussi Média, OC, Média, qui est un média basé en Géorgie et qui emploie des journalistes plutôt arméniens pour faire des articles en anglais sur le conflit et qui font un live excellent sur le conflit. Il y a aussi EurasiaNet qui est très très bien avec une correspondante permanente arménienne sur le terrain. Et enfin, le travail des journalistes de Bars Media, BARS, qui du coup font des vidéos. Ils font partie des... Il et elle d'ailleurs sont partie des seuls qui ont un accès vraiment sur la ligne de front. Donc si vous voulez voir des images, alors évidemment ce sont des images sélectionnées, etc. Mais de voir un peu concrètement ce que ça donne, les conditions de vie des soldats, je vous encourage vraiment à moi je les suis sur Instagram, c'est vraiment de qualité. Du coup, ça, c'est par rapport aux sources que vous me demandiez tout à l'heure. Donc, pour la couverture en France, pour l'instant, elle était assez bonne. Alors oui, il y a eu des écueils en parlant de séparatisme. Il se trouve que les journalistes qui sont envoyés, certains connaissent la région, d'autres pas. Certains font des articles depuis le bureau à Paris avec des dépêches AFP. Voilà, il y a aussi... je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi le terme séparatisme a été utilisé, mais clairement, bon, pour moi, c'est vraiment juste une erreur d'appréciation du contexte, etc. J'espère, et mon travail, c'est aussi de continuer à avoir une couverture de l'Arménie, même à distance. Pour l'instant, l'accès au terrain à Stepanakert, de ce que j'ai entendu, commence à être vraiment compliqué, ces jours-ci en tout cas. Là, ce qui se passe, c'est que donc, moi, quand j'étais là et jusqu'à maintenant, donc, on pouvait aller jusqu'à Goris librement. Et ensuite, il y a un checkpoint juste un peu avant. Il y a plusieurs checkpoints avant Goris. Et là, il faut avoir une accréditation, donc soit presse, soit voilà, si vous êtes humanitaire ou médecin, etc. Donc juste avant Goris, c'est déjà réglementé. Et ensuite, tout le monde ne peut pas aller n'importe comment depuis Goris à Stepanakert ou d'autres villes du Karabakh. Nous, on nous fait passer par des centres de presse qui nous donnent une accréditation et qui vérifient au cas par cas et au moment où on fait la demande aussi, est-ce que c'est prudent de passer la frontière ou pas. Voilà. Donc c'est tout ça, notre travail est aussi en étroite collaboration avec le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères arménien. Donc ça me fait venir à la question de la censure. Donc dans un contexte de guerre, évidemment, il y a beaucoup d'informations sensibles dans n'importe quel pays. Enfin, c'est toujours voilà, c'est systématique. Après, la question, c'est de savoir exactement quel type d'information. Moi, j'ai pas eu d'entrave à mon travail, si ce n'est que d'une certaine manière, quand on est sur le terrain au Karabakh, on dépend aussi de nos accompagnants, c'est-à-dire que comme il y a des risques de bombardement, enfin des bombardements, pas que des risques, plus des mines potentiellement, puisqu'il y a des cluster bombes, désolé, j'ai pas le terme en français, mais des bombes qui envoient plein de petites autres bombes. Et d'autres bombes qui sont déminées par notamment l'association qui s'appelle Hello Trust ou d'autres démineurs. Il y a clairement un risque sur le terrain, donc on est encadré par des éléments des différents ministères. Donc parfois on a peu de temps, on est dans un contexte dangereux. Donc, et nos médias veulent aussi certains éléments. On n'a pas le temps et la possibilité de se balader aussi librement qu'on peut le faire dans d'autres contextes. Et donc ça amène ces personnes qui sont là pour notre sécurité à, j'imagine évidemment, sélectionner certaines informations, nous emmener à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Et c'est aussi notre travail ensuite de vérifier aussi les informations qu'ils nous donnent, de regarder dans la mesure du possible. Donc
il n'y a pas de censure à proprement parler. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré. Mais en tout cas, oui, il y a forcément un encadrement de l'information en temps de guerre. Et aussi, chose qui a changé pendant que je suis arrivée, la loi martiale s'est étendue aux journalistes. Et donc, il y a un article de cette loi arménienne qui est, j'en profite pour le dire, relativement similaire à la loi sécurité qu'on a en France en réalité depuis l'état d'urgence sanitaire et même l'état d'urgence de 2015, qui est quand, en gros, désolée s'il y a des... Bah, en plus, tu es juriste, donc tu vas peut-être me taper sur les doigts, mais en gros, tout article ou contenu médiatique qui pourrait entraver ou mettre en danger la sécurité de l'État peut être retiré, ou le journaliste attaqué en justice ou son média. Chose qu'on a aussi en France pour un autre contexte, mais qui est... voilà, qui est... Enfin, je tiens à préciser. On est bien sur un contrôle a posteriori, c'est ça. C'est pas, comment dire, on n'est pas sur un système de validation, on est plutôt sur un système répressif où on regarde le contenu du contenu et on applique ou non une sanction, mais pas sur un système de validation préalable. Non. Si j'ai bien compris. Et c'est plus nuancé que ça, puisqu'il faut, je le rappelle quand même, il y a 2 journalistes russes c'est la fin de journée. Je vais vous retrouver le titre de ce journal dont l'accréditation de presse a été retirée suite à des reportages sur la ligne de front près du corridor de la Chine. Article qu'ils ont publié, qui est disponible en ligne et qui a rien de, à mon sens, qui a rien de très touchy, quoi. Enfin, ils décrivent un quotidien certes frugal, mais pas non plus. Voilà. Enfin, il y a bon, et en tout cas, leur accréditation a été retirée. Est-ce que et a priori pas pour d'autres raisons que cet article-là. Donc, on est quand même précautionneux. C'est clair que on exerce. Enfin, moi, j'exerce pas ma profession de la même manière. Là en temps de guerre et je suis plus précautionneuse sur ce que je dis, même là en ce moment quand je vous parle et que je réponds à cette question, je fais attention aussi par rapport à mes prochaines venues en Arménie pour être sûre qu'on me donne une accréditation de presse indispensable à l'exercice de mon travail. Le journal c'est Novaya Gazeta, donc un grand journal russe quand même. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant pour nous de savoir. Parce que voilà, on entend souvent dire, on sait en tout cas qu'en Arménie, mais moi je le sais puisque j'y vis, qu'on a une forme de liberté d'expression, qu'on n'est plus dans ce qu'a pu être cet état voilà, auparavant. C'est quand même très rassurant de savoir que tu peux faire ton travail relativement librement. En tout cas, déjà, c'est un gage de qualité des informations que nous, on reçoit, comment on les traite. Donc, c'est un travail en moins à faire pour les gens qui tiennent au courant de l'actualité. Donc, c'est très rassurant, puis c'est très positif. Et moi, à titre personnel, ça me fait chaud au cœur de savoir que les gens peuvent faire correctement leur travail. Donc, je vais me permettre de me poser une question. Alors, je ne sais pas si tu peux y répondre, hein, mais est-ce que de ton côté, tu as pu être en contact avec des journalistes qui ont traité l'actualité de l'autre côté du conflit? Et est-ce que tu peux nous dire éventuellement quel discours eux ils ont? Du coup, c'est évidemment c'est pas le même. C'est pas du tout les mêmes standards de l'exercice de la profession. Et puis, il y a eu pas ce reportage, cette espèce d'entretien avec la journaliste anglophone de France 24 basée correspondante à Bakou, qui expliquait qu'elle était suivie dans chacun de ses reportages par un officiel, etc. Donc, elle n'avait pas du tout de marge de manœuvre. Alors, je me permets de dire que vous pouvez retrouver ce reportage sur la page de Charjoum, puisque nous l'avons effectivement partagé. Mais... Aussi, on a des rapports réguliers sur la censure sur les réseaux sociaux en Azerbaïdjan et aussi sur, et ça c'est vraiment grave, sur l'arrestation notamment d'auteurs et d'autrices de tribunes pour la paix en Azerbaïdjan, dans le conflit en général, mais du coup des auteurs et autrices azéris qui donc soit ont vu leur accréditation retirée, voire des arrestations. Donc évidemment, l'exercice n'est pas le même. J'ai pas eu l'occasion encore de parler avec un journaliste, c'est en cours. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas d'expérience directe et je pense que je me permettrai pas non plus de la relater pour des raisons de sécurité pour
eux ou elles. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est pas les mêmes conditions de travail. Et d'ailleurs, je pense que quand tu me posais la question de la couverture en France, c'est aussi pour ça qu'il y a un nombre élevé de journalistes quand même qui sont venus là depuis le début, depuis le 27 septembre, parce que c'est possible. Déjà, rien qu'obtenir un visa de journaliste en Azerbaïdjan, c'est des pieds et des mains. Et ça, par contre, j'ai des témoignages de collègues qui ont fait leur demande et qui voilà, l'ont vu refuser à maintes reprises. Moi, je l'ai demandé parce que j'avais envie de savoir si je l'aurais en fait. Et pour des raisons de Covid, il m'a été répondu que c'était pas possible. Je ne sais pas si du coup c'est vraiment à cause du Covid ou pas. Et je vais quand même réitérer ma demande parce que je pense D'accord. que c'est important. Bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, juste, voilà, puisqu'on a 2 minutes, j'ai une toute dernière question. Donc, on va revenir un petit peu dans le passé. On me demande si, pour toi, est-ce que tu penses que Pachinian parle trop? Dans quel sens? Alors, est-ce qu'il parle trop? Parce que c'est vrai que Ah oui, il il a s'exprime relevé beaucoup. le nombre de ses interventions, hein, mais en Oui. tout cas, sur les réseaux sociaux, il est très actif. Oui. Euh, Vous voulez vraiment plus que je l'interviewe en fait. Non, je plaisante. Est-ce qu'il parle trop? Je pense qu'en tout cas, ce que je vois moi en tant que journaliste et enfin, là-dessus, c'est que c'est son type de communication. C'est clairement un chef d'État qui a besoin d'avoir un lien fort avec son peuple, quoi. Ce qui a pu aussi lui être reproché d'un côté un peu populiste, enfin ce que nous on appelle populiste en France, qui s'applique peut-être pas de la même manière en Arménie, parce que c'est pas le même contexte politique, quoi. Euh, En tout cas, est-ce qu'il parle trop? Je faudrait demander aux Arméniens, je pense, aux gens de la diaspora. Moi, ce que je vois, c'est que il essaye vraiment d'établir un dialogue, qu'il a l'air, qu'il a l'air d'avoir envie de trouver des solutions, qu'il est assez sincère sur sa démarche de redresser le pays, euh, y compris avec des équilibres vraiment pas faciles à tenir entre l'Europe, la Russie, sur des questions de corruption notamment. Euh, et que oui, en tout cas que pour moi la discussion est toujours, enfin, le signe d'une volonté de discussion est toujours saine. Donc est-ce qu'il parle trop? Ouais, c'est à vous plutôt de répondre à cette question en fait. ok, bon, très bien. Écoute, on n'a plus de questions. Et de toute manière, je crois que ça fait un petit moment déjà qu'on parle. Mm. Et puis, il est presque 1 heure du matin en Arménie. Ah, mais oui, tu dois être épuisée. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de pouvoir t'interviewer. C'était très Merci. intéressant et on a pu couvrir pas mal de sujets. Et c'est, voilà, comme je l'ai dit, je trouve que c'est nécessaire d'avoir l'avis de personnes qui, voilà, avec tout le recul qu'on peut avoir, quand on est arménien, on a, je pense, toujours un petit biais, même si sur certaines choses, on peut être très tranché, très impartial, hein, laisser cette guerre, ce genre de questions. Mais voilà, d'avoir l'avis de quelqu'un qui a peut-être pas le même rapport à l'émotion, à l'information, voilà, qui peut-être prend les choses avec un petit peu plus de recul si c'est possible. Mais c'était très très intéressant. Donc j'espère que vous avez été beaucoup à nous suivre et j'espère qu'on pourra en rediscuter bientôt, que la situation nous permettra d'avoir un dialogue plus apaisé et plus positif. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, peut-être. Je voulais te remercier pour le temps et aussi ta sensibilité dans tes questions. Et juste dire que je continue à travailler sur le sujet, que c'est vraiment important pour moi de parler de ce conflit et aussi de travailler sur les questions arméniennes. Voilà, donc, et je suis du coup disponible pour échanger avec vous par ailleurs parce que ça m'intéresse toujours de discuter de ces questions-là dans mon métier. Merci beaucoup de m'avoir Merci à écouté. toi. Bon, bah, écoutez, bonne soirée à tous et à très bientôt.